J'ai jamais eu cette volonté vraiment de monter ma marque. J'ai eu des problèmes de santé où j'ai été en arrêt maladie pendant plus d'1 an. Et en fait, au moment où je suis revenue en entreprise, malgré que j'aimais mon métier et la maison, je me suis rendu compte que c'était plus adapté en fait à mes besoins personnels à ce moment présent. Et je pense qu'un cycle est passé, fatigue mentale, perte de confiance, ne plus trop savoir où j'allais. Et là, je me suis dit en fait tout seul, ça marche plus. Ça marche plus, j'ai besoin de quelqu'un pour me tirer quand ça va pas, j'ai besoin de quelqu'un qui peut-être prenne plus de risques que moi, ou moi je suis plutôt à pas prendre de risques, à sécuriser tout. Donc en fait, on est là pour accompagner les femmes, pour marquer ces moments de vie qu'elles ont envie de garder précieusement sur elles. Et dans les bons et les mauvais moments en fait aussi d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a aussi des clients qui viennent pour fêter leur divorce, ou dans des moments plus tristes pour marquer suite à un décès et avoir toujours cette personne auprès d'elles. On rentre un peu dans leur intimité, on vient des confidentes et on est là vraiment pour marquer ces moments de vie qu'ils ne les oublient pas en fait. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. La place Vendôme, elle la connaît de l'intérieur. Pendant 6 ans chez Boucheron, puis chez Van Cleef & Arpels, Jessica Mullier a appris les codes, les gestes, l'exigence. Mais un jour, elle a choisi d'écrire sa propre histoire. Avec Maison Poinçon 22, fondée en 2018, elle a décidé de redonner à la joaillerie ce qu'elle a de plus intime, la capacité d'accompagner une vie. Un bijou, chez elle, ce n'est pas seulement un objet de luxe, c'est une mémoire gravée, un allié quotidien, un marqueur de force. Sa signature, une médaille octogonale, simple et puissante, devenue l'emblème de la maison. Et ses convictions, un or recyclé, des pierres choisies avec soin et un savoir-faire artisanal. Son ambition, elle est simple, offrir aux femmes une joaillerie qui raconte leur histoire, pas seulement celle des grandes maisons. Jessica a fait de son exigence et de sa sensibilité à la beauté des choses un projet de vie, celui d'une femme qui ne voulait pas seulement créer des bijoux, mais transmettre des récits. Et ça, chez Feuille Blanche, on adore. Alors bienvenue dans 40 nuances de Sista avec Jessica Mullier. Restez avec nous, le temps de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Feuille Blanche. 40 nuances de Sista. Bonjour Jessica. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Tu es la Sista, mais pas que, du bro Hugo du même nom. Mais je crois qu'on en parlera un peu après. Il me semble même qu'il aura une question surprise pour toi. Je l'ai dit dans l'introduction, tu es la fondatrice de Maison Poinçon 22. C'est ça. Et on a une petite tradition dans ce podcast, c'est toujours un peu de pitcher son projet. Et si tu devais présenter Maison Poinçon 22 en une phrase à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, tu dirais quoi ? Déjà, je trouve que tu l'as très bien fait dans ton introduction. Merci. J'étais assez surprise, tu as vraiment tout retrouvé. Poinçon 22, c'est une marque de joaillerie qui raconte votre histoire, vos moments de vie. C'est des bijoux qui sont créés en or 18 carats et qui sont personnalisables et qui sont uniques. Voilà. Je confirme parce qu'il se trouve, je vais le dire tout de suite, il se trouve que moi j'en ai un. Ouais. Et en effet, il est personnalisable parce qu'il a pu être gravé. C'était un des cadeaux de naissance pour ma première fille, jolie petite Marguerite. Et en effet, il raconte une histoire et on est très content de se dire qu'un jour on pourra aussi les transmettre. C'est ça, c'est toute l'idée des bijoux, c'est vraiment de se l'approprier et que ce soit son bijou qui a une symbolique particulière au-delà du moment où on l'offre et du cadeau en lui-même. Il y a vraiment cette personnalisation qui vient finir et apporter une dimension supplémentaire à la symbolique de ce bijou. Alors, d'habitude, je le fais un peu plus tard dans l'épisode, mais là, je vais faire une petite entorse à ce que je fais d'habitude. C'est qu'on va revenir un peu en arrière, avant de revenir pour discuter de Maison Poinçon. C'est que toi, tu as commencé dans des grandes maisons, comme je disais, qui ont pignon sur Place Vendôme. 5 ans chez Boucheron, Van Cleef & Arpels. Qu'est-ce que tu as appris dans ces maisons qui t'ont servi finalement plus tard pour créer ta marque? Et au contraire, qu'est-ce que tu as dû désapprendre?
je vais revenir un peu plus en arrière, je pense, au final. J'ai toujours été passionnée un peu par les savoir-faire. Plus jeune aussi, j'avais fait des stages dans des maisons de prêt-à-porter. Je ne sais pas si je peux dire les noms. Bien sûr. Hermès. Et j'ai toujours été passionnée par ces métiers qui existent derrière les produits et la beauté des matières et du savoir-faire pour les créer. Donc ça vraiment été moteur à chaque fois dans mes expériences et dans mon travail. Et c'est ce qui m'a toujours animée. Et tu avais des personnes autour de toi qui venaient de ces métiers-là ? En fait, mon père travaillait dans le textile et était un des fournisseurs, notamment pour des grandes maisons comme Hermès. Et c'est lui qui m'a un peu appris à apprécier la beauté des matières, qui m'a emmenée aussi dans des ateliers et à découvrir en fait qu'est-ce qui se cache derrière juste le produit, le savoir-faire vraiment de ces personnes et comment elles créent, elles conçoivent, je sais pas, les sacs, les bijoux, etc. En l'occurrence, là, c'était plus la maroquinerie. Et donc, je pense que j'ai toujours été un peu éduquée autour de ça. C'est quelque chose, je suis assez créative et donc j'ai été très sensible dès mon plus jeune âge à la matière et à la beauté des gestes. Et instinctivement, je pense que c'est ce que j'ai recherché aussi après dans mon travail. Et donc, dans mes expériences chez Boucheron et Van Cleef & Arpels, je pense que c'est vraiment mon contact avec les ateliers, la production ou les gémologues qui m'ont énormément appris et passionné et qui m'ont donné envie après d'aller retransmettre cette passion dans Poinçon 22. Et chez eux, tu faisais quoi exactement? Que t'avais quoi comme J'étais poste? chef de produit. Ok, donc tu développais, t'accompagnais le développement du produit. Ouais, c'est ça. Et la commercialisation derrière ou plutôt Non. Développement produit? Développement produit. Donc t'étais toujours avec ces matières, J'étais etc. en lien étroit avec le studio de création, les ateliers, la production. Et donc oui, on est en lien étroit avec la matière, les artisans. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment ça qui m'a toujours animée. Et donc, quand j'ai pensé à créer Poinçon 22, c'est vraiment de là où tout est parti. C'est que j'avais envie aussi de réexploiter tout ce vivier qui donne naissance en fait à des beaux objets, à des belles choses. Donc, tu étais drivée par la beauté et du geste et du résultat. Ouais, c'est ça. Et au contraire, qu'est-ce que tu as voulu faire différemment en créant ta propre maison? En fait, j'ai toujours apprécié mes expériences dans ces grandes maisons. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'ils pouvaient créer, les histoires qu'il y a derrière, les achats, les pierres. J'ai vraiment beaucoup aimé mes expériences là-bas et j'ai pas vraiment de choses que j'ai pas aimées. Je pense que ce que j'ai voulu changer, c'était plutôt avoir une approche plus facile avec la joaillerie. Ça peut être un milieu assez intimidant. Accessible, ouais. Pardon. Accessible. Ça peut être un milieu assez intimidant. Rentrer dans une boutique Place Vendôme, c'est quand même ça peut être un peu difficile. On se sent observé, on se dit qu'on n'a peut-être pas le pouvoir d'achat. Ouais, je trouve que c'est pas forcément accueillant. Donc ça, c'était une des choses aussi, c'était d'avoir une marque un peu plus accessible, plus proche en fait du client, qui s'identifie plus facilement à la marque. Aucun frein en fait à venir en showroom par exemple pour Poinçon 22, qui se sentent proches. Donc c'est ce qui t'a guidé à rendre accessible cette joaillerie à plus de personnes, en tout cas rendre la chose peut-être moins intimidante. Moins intimidante, ouais, plus proche. Plus proche des gens. Et à quel moment, donc toi tu es dans ces grandes maisons, tu as une jolie carrière, etc. À quel moment tu as le déclic de te dire je vais lancer ma propre maison de joaillerie? Alors en fait, je pense que je n'y ai jamais pensé. J'ai jamais eu cette volonté vraiment de monter ma marque. J'ai eu des problèmes de santé où j'ai été en arrêt maladie pendant plus d'1 an
Et en fait, au moment où je suis revenue en entreprise, malgré que j'aimais mon métier et la maison, je me suis rendu compte que c'était plus adapté en fait à mes besoins personnels à ce moment présent. En parallèle de ça, pendant cet arrêt maladie, j'ai pris le plaisir à réfléchir à une marque, à dessiner des bijoux pour m'occuper l'esprit et en fait sortir un peu de cet univers de la maladie et m'évader en fait dans autre chose. J'avais des copines aussi qui montaient leur boîte, donc ça m'avait aussi inspirée. Et donc à ce moment-là, je l'ai vraiment fait comme un passe-temps. Et quand je suis revenue donc, au travail, je me suis vite rendu compte que j'allais avoir des opérations, que j'allais avoir de nouveau des arrêts maladie un peu successifs. Et ça me dérangeait de devoir être on and off tout le temps et de ne pas pouvoir être présente. J'ai quand même un souci de bien faire les choses. Et je savais que ça allait me mettre un stress, une pression. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être que lancer la marque n'est pas une mauvaise idée. En soi, c'est pas un énorme risque. Si ça ne marche pas ou ça ne plaît pas, au moment voulu, je peux toujours revenir dans le système de l'entreprise. Et alors, pendant cet arrêt de travail, ça c'est venu de toi, cette idée, cette envie de dessiner, ou c'est quelqu'un qui te l'a soufflé à un moment donné, de dire « Et pourquoi tu ferais pas ça ?» En fait, j'avais une amie qui cherchait une médaille de baptême. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était très classique ce qui existait. Et je me suis amusée à en dessiner une. J'aime bien dessiner, donc... Et de fil en aiguille, c'est de là où l'idée est venue. J'en ai pas mal parlé autour de moi. J'ai rencontré des personnes qui en recherchaient pour comprendre leurs besoins. Et donc, j'ai commencé à dessiner des médailles de baptême. Mais très vite, c'était assez limité pour moi. J'avais aussi envie de faire des bijoux pour moi. Donc, de là, j'ai réfléchi à cette fameuse médaille Amoré qui a une forme octogonale. Moi, j'avais mon mariage qui allait arriver bientôt. Et donc, je voulais aussi avoir un bijou à porter avec ma robe. Et j'avais mis un saphir bleu dessus. On dit que quand on se marie, il faut qu'on ait quelque chose de neuf, d'emprunté, de bleu et d'ancien. Je pense que c'est ça. Et donc, je m'étais dit, parfait, je me fais ma médaille avec un saphir bleu, Amoré, donc avec l'amour. Et au dos, j'avais gravé l'église et la date de notre mariage. Donc, et donc, ça a été le premier bijou pour femme. Et après, j'ai voulu forcément en créer d'autres. Et alors, entre le moment où tu dessines la médaille de baptême pour ton ami et le moment où le projet prend vie, parce que on peut dessiner, mais après, derrière, c'est quand même aller trouver des fournisseurs, parce que c'est pas toi qui après la faisais concrètement. Comment ça s'est passé ? Ça a été assez long. En fait, l'univers de la joaillerie, c'est quand même un univers très masculin, un microcosme où un peu tout le monde se connaît, très fermé. Et moi, j'arrivais avec mon projet, j'allais dire toute pimpante comme ça. Mais en même temps, une certaine légitimité avec les maisons par lesquelles tu étais passée. Oui, mais en fait, j'avais aussi ce concept où je voulais produire à la commande. Ouais. Comme mon idée, vraiment, ça a été tout de suite de pouvoir personnaliser son bijou, créer son propre bijou. J'étais pas dans une logique de production. J'étais plutôt dans une logique de créer mon bijou à la commande. Et donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Et mine de rien, les ateliers, ils ont quand même envie de s'assurer qu'ils vont avoir du volume. Ouais, qu'ils vont avoir de volume, qu'ils ont un partenaire de confiance en face d'eux, parce que le temps de développement, il est quand même long. Et donc, il faut quand même un peu jouer des coudes pour y arriver. Ça n'a pas été simple. J'ai quand même rencontré beaucoup d'ateliers, fait pas mal de tests. À un moment, je me suis dit, en fait, j'y arriverai pas. Je me suis un peu découragée aussi parce que la médaille, c'est pas si simple à faire. Et de fil en aiguille, un jour, on m'a dit, tiens, va rencontrer tel atelier, je pense qu'ils pourront t'aider.
effectivement, j'ai eu un bon fit. Ils comprenaient ma façon de travailler, mon projet. Ils étaient assez séduits par l'idée. On a fait des tests, ça n'a pas tout de suite fonctionné. Et là, le chef d'atelier me dit, en fait, je suis désolée, mais on va pas y arriver. Et j'ai insisté encore parce que je me suis dit, si, ça peut marcher. Et là, on a enfin réussi. Qu'est-ce qui bloquait? C'était la forme, c'était le procédé? Le procédé. En fait, toutes les contraintes mises bout à bout font que, ils n'y arrivaient pas. Ouais. Et finalement, on a réussi. Et donc, c'était parti. Aujourd'hui, c'est un de nos partenaires principaux. Et je suis très contente. Mais c'était pas gagné. Et tu continues à faire du on-demand Ouais. En fait, ça fait vraiment partie de notre business plan. C'est production à la commande pour que le client puisse vraiment choisir. Ça nous apporte une flexibilité. Ouais. Ça, c'est évident. Et ça apporte aussi une flexibilité pour le client. On peut se permettre beaucoup plus de choses. Après, on a aussi développé en parallèle forcément une gamme un peu plus moins personnalisée, où on a un peu de stock parce que tout le monde n'est pas encore prêt à attendre pour avoir son bijou. Il y en a qui ont des demandes du jour au lendemain. Donc, il y en a qui se réveillent, c'est demain l'anniversaire. Exactement. Ou des bijoux qui ne nécessitent pas forcément du semi-sur-mesure, etc. Ouais. Mais vraiment, c'est vraiment au cœur de notre business model de produire à la commande. Est-ce qu'au moment où tu t'es lancée, ou après, parce qu'au moment où tu le racontes, tu dis c'était un moyen de m'évader de ce que j'étais en train de vivre au quotidien, donc j'imagine que cet aspect création devait être très important. Quand les choses sont peut-être un peu plus structurées, est-ce qu'il y a des maisons, des marques qui t'ont inspirée, ou au contraire tu te dis je veux absolument pas faire ça? Comment ça s'est passé au niveau de l'écosystème, on va dire, de ce type de maison? En fait, quand je me suis lancée, il n'y avait pas autant de petites marques de joaillerie. Ouais. C'était beaucoup de bijoux de fantaisie. C'était un peu l'essor de toutes ces marques de fantaisie qui lançaient des collections régulièrement avec des ventes, etc. C'était pas autant démocratisé, toutes ces marques de petites joailleries, il n'y en avait pas autant. Donc, j'étais pas trop regardante sur la concurrence. Je regardais pas trop ce qui se passait. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de la joaillerie. Je voulais que ce soit personnalisable. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, j'avais, entre guillemets, un boulevard devant moi. Donc, et c'est ce qui a plu au début, c'est que tout le monde était super content de pouvoir se créer son bijou personnalisé, un peu sur mesure, en or 18 carats. C'était quelque chose qui pouvait se voir en fantaisie, mais pas en joaillerie. Et pas en joaillerie, oui. Ouais. Donc, j'avais pas vraiment, je voudrais comme telle marque. T'avais pas de modèle à suivre? Non, j'étais plus, je sais que je veux faire de la joaillerie, je veux des bijoux qui soient comme je les imagine, avec un raffinement, une délicatesse, avec du détail. Mais j'avais pas une marque en vue où je me disais, je voudrais être comme ça. Et aujourd'hui, tu le dis, il y en a plus, beaucoup plus. qui se sont créés. Donc, c'est aussi compliqué de faire... C'est plus compliqué de faire de se montrer, ou alors il y a toujours cette prime au premier arrivé? Non, maintenant, c'est un marché très concurrentiel. Hein. Il y en a énormément. Mine de rien, la joaillerie, on a tous notre patte créative, on a tous nos idées, mais in fine, on a aussi tous un peu les mêmes envies. Donc, on va dire sur les intemporels, c'est difficile de se démarquer. Donc, ça va être plus sur son univers de marque, sa relation, son image, et sur la créativité et nos détails et notre façon de fabriquer. Mais oui, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et la personnalisation est aussi beaucoup plus offerte, fait partie des collections maintenant en joaillerie. C'est quelque chose qui est devenu indispensable, que tout le monde peut proposer. Après, jusqu'à un certain niveau. Nous, je sais qu'on est connus parce que on pousse la personnalisation assez loin, on est très flexible, on s'adapte beaucoup.
Et on n'est pas juste sur des petites personnalisations, des gravures légères. On propose vraiment au client de créer son bijou. Parce qu'au-delà, en effet, de la médaille, des bracelets, vous faites du sur-mesure total. C'est également. ça. En fait, on a vraiment une gamme de joaillerie où soit on achète son bijou tel quel, soit on peut aller le personnaliser. On peut choisir la couleur d'or, la gravure, on peut choisir le nombre de motifs, la pierre. Donc ça va être, on va dire, du semi-sur-mesure. Et après, on a un service qui est le sur-mesure, où là, on va être plus sur la bague. C'est souvent des bagues de fiançailles, des bagues sur-mesure. On part de zéro, on part peut-être d'une pierre de famille, on part juste d'une idée, et on va créer vraiment de A à Z le bijou pour la personne. Et là, c'est toi, tu as des équipes qui font... Non, là, c'est vraiment moi. Okay. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Depuis le début, de toute façon, c'est la créa qui m'anime. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je pense que les gens, ils viennent aussi parce qu'ils ont confiance dans mon style, dans ma façon de faire les choses, dans ma réalisation, en termes de technicité, parce que, voilà, ils voient ce que je fais, etc. Donc, pour moi, c'est important de le garder et c'est vraiment un plaisir. Et toi, tu t'es fait ta propre bague de fiançailles ou pas? Alors, je l'ai dessinée et je l'ai réalisée en partenariat avec quelqu'un. J'avais pas encore ma marque, mais oui, c'est moi qui l'ai imaginée et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire. Une épine dans le pied en moins pour celui qui est devenu ton mari. Comme je dis à chaque fois, il n'y avait pas trop le choix. Tu dis tes bijoux, ils sont pensés comme des marqueurs de vie. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as envie que ça projette? En fait, souvent, déjà, Poinçon 22 accompagne une femme, je dirais, de sa plus jeune enfance, entre guillemets, jusqu'à 99 ans. Et ça, on le remarque vraiment dans notre spectre de clients. Et souvent, dans nos moments de vie, on a envie de les marquer, on a envie... ça peut être une promotion, on a envie de se faire plaisir, on dit « Ok, j'ai une promotion, je vais m'offrir un bijou » ou un mariage, je voudrais une bague de fiançailles par exemple ou une alliance, une naissance, je voudrais marquer la naissance avec un bijou. Donc en fait, on est là pour accompagner les femmes pour marquer ces moments de vie qu'elles ont envie de garder précieusement sur elles. Et dans les bons et les mauvais moments, en fait, aussi d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on a aussi des clients qui viennent pour fêter leur divorce ou dans des moments plus tristes pour marquer suite à un décès et avoir toujours cette personne auprès d'elle. Donc en fait, on suit vraiment les clients à toutes leurs étapes de vie et on rentre un peu dans leur intimité. Et vous devenez un peu des confidentes aussi. Ouais, on devient des confidentes et on est là vraiment pour marquer ces moments de vie et qui ne les oublie pas en fait. Et qui les suit tous les jours. Ouais. Tu peux nous expliquer concrètement aujourd'hui le processus de création d'une pièce? Ouais. En gros, chaque année, je réfléchis aux nouveautés. Donc, je vais voir quels sont les besoins. Il va y avoir un côté plutôt marketing où on va regarder un peu quels sont nos manquements dans les collections. Quels sont les besoins aussi qu'on a pu avoir auprès de nos clientes. Et en parallèle, il y a aussi le côté un peu plus créa où moi, je vais réfléchir à ce que moi, j'aimerais avoir. Je suis aussi beaucoup à l'écoute de... C'est moi qui fais des rendez-vous au showroom, donc j'aime beaucoup parce que, comme on disait tout à l'heure, je rentre dans l'intimité des gens et en même temps, j'ai leur retour directement sur les bijoux. Donc, j'ai aussi tous ces feedbacks que je peux avoir dans les showrooms. Et donc, ça me permet de... c'est un élément pour alimenter ma réflexion sur les nouveautés. Donc, en fait, je vais prendre en compte ce côté un peu plus marketing, ce que j'entends, comme besoin ou ce qui m'a inspiré chez nos clientes. Moi, mes envies, vraiment. Et je fais un melting pot de tout ça. Et puis après, je vais dessiner et réfléchir aux prochaines nouveautés. Ensuite, avec la chef d'atelier, je lui transmets mes dessins. Je lui transmets, ça va pas être que les dessins, je vais lui dire, je veux telle taille de pierre, je veux telle sertie,
je veux que ça fasse tel volume, toutes les spécificités techniques, je vais lui indiquer à ce moment-là. Elle va ensuite réfléchir, revoir le dessin en 3D avec leur dessinatrice en interne. On va soit avoir des échanges à partir de ça, soit on va faire une cire, soit on va lancer le prototype tout de suite. Ok. En fait, en fonction du premier résultat, ouais. Tu te dis ok, on y va, ou on abandonne, ou on va quand même tester en cire avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et après, cette étape faite, on laisse en production le prototype. Souvent, pendant la réalisation de ce prototype, on se fait quand même un point pour ajuster des choses. Et après, une fois qu'on reçoit le prototype, soit ça va, soit il faut réapporter des modifications, soit on laisse tomber. Et tu disais donc tu as des collections permanentes comme la médaille, comme les marguerites. En termes de nouveautés, tu te mets un objectif chaque année, ou c'est un peu comme selon ta créativité? Non, j'essaie quand même d'en avoir un minimum entre guillemets, mais je veux pas non plus en faire pour en faire. On est quand même dans une logique où on produit à la commande, où on essaye de pas produire pour rien non plus, ça rentre quand même en compte. Donc je vais pas m'amuser à essayer d'alimenter nos collections si je suis pas convaincue, ou si j'ai pas d'idée. Enfin, je dirais, il n'y a pas d'obligation. On n'a pas non plus un système comme le prêt-à-porter où on a une grosse nouvelle collection par an ou par saison. Moi, depuis le début, je sors des nouveautés régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Ça peut être tous les 3 mois. Donc, je ne me mets pas de limite en termes de nombre de nouveautés. Et il peut y avoir une année où ça va être que des alimentations de collections existantes et pas une nouvelle collection. Okay. Donc, je ne me mets pas de règles là-dessus. Je ne sais pas si je devrais, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça marche plus. Ouais. Et tu as des produits où tu dis, bon, allez, celui-là, il faut le sortir. Ouais. Du catalogue. Et puis, je peux très bien faire un prototype, le garder 1 an ou 2, et puis un jour me dire, mais en fait, là, c'est bon, j'ai envie de le sortir. Donc, Et le fait de créer la demande fait que de toute façon, tu n'as pas de stock, donc tu n'es pas obligé de les vendre. Oui, après, on reste quand même à l'étape du prototype. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Mais c'est vrai que les collections, je les pense vraiment pour en sortir. Je veux dire, il y en a à peu près au moins une dizaine par an des nouveautés. En moyenne, c'est ça. Quand on crée une marque de joaillerie comme tu l'as fait avec Poinçon 22, on imagine tout l'univers de marque, donc les valeurs, les symboles, comment les clients vont s'approprier finalement l'histoire de ta marque et répandre en fait ce que toi tu as voulu injecter au départ. Toi, au départ, tu l'as fait de manière assez instinctive, cette marque. Comment on structure a posteriori et peut-être qu'on conscientise a posteriori tout cet univers de marque? En fait, au début, ça se fait assez naturellement parce que j'avais vraiment mon idée en tête et je l'ai jamais en fait trahi malgré l'évolution de la maison, les impulsions différentes qui ont été données, etc. Son ADN et ses valeurs ont toujours été là et m'ont toujours animée. Donc, ça a été la proximité avec le client, la personnalisation, l'importance des belles matières, du savoir-faire. Ne pas... par exemple, on m'a souvent soufflé l'idée de faire une gamme peut-être moins chère en argent ou en plaqué or, etc., pour générer du chiffre supplémentaire, etc. Et moi, j'ai toujours été hyper fidèle à ce qui m'avait animée au début en disant, par exemple, pour ça, non. Et en fait, j'ai toujours suivi cette ligne de manière assez naturelle. Et je pense que indirectement, les clientes l'ont compris parce que déjà, c'est moi qui les reçois, donc elles sont tout de suite... Enfin, c'est ce qu'on me dit généralement, mais l'authenticité de la marque
et de ce que je véhicule et de ce que j'ai envie de ce que je véhicule, elles le ressentent. Et ça se ressent aussi dans notre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d'interviews. On a toujours été fidèles à notre ADN. On n'a jamais cherché à changer ou à brûler les étapes en faisant d'autres choses. Et donc, en fait, quand on a toujours été dans une authenticité, un naturel, je pense que ça s'est fait naturellement à travers nos bijoux, qui étaient sincères, nos réseaux sociaux. Et après, aujourd'hui, c'est sûr que nos valeurs et notre ADN, on essaye de les mettre plus par écrit et de les véhiculer différemment que par l'image ou par le produit. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'en fait, toute cette sincérité que vous mettez au cœur de votre produit et dans l'action de créer cette marque, les clientes le ressentent et donc elles le diffusent aussi à leur manière. Ouais, c'est ça. En fait, on a vraiment cette proximité avec les clients dans notre manière de communiquer, de les accompagner aussi. Et je pense qu'ils le ressentent et que c'est ce qui leur plaît aussi. Et c'est elles aussi qui, comme tu dis, qui véhiculent en fait tout ça d'elles-mêmes instinctivement. Alors je crois que j'ai une question surprise pour toi qui va un peu en ce sens. Vous avez un message. Alors première question, quel est le plus beau compliment qu'un client ou une cliente t'ait fait sur une de tes créations? Est-ce que tu as reconnu la voix? Ouais, c'est Manon. Qui est une de tes amies. C'est ça. Déjà, tous les compliments me font forcément plaisir parce que, mine de rien, je mets du cœur dans mes créations et c'est un peu un prolongement de moi-même, donc ça fait toujours très plaisir. En fait, au-delà des compliments, je crois que ce qui me touche particulièrement, c'est quand la cliente me partage un peu les raisons de son achat. Je rentre un peu dans son intimité et je deviens sa confidente. Et là, ça me touche parce que il y a de l'émotion, en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir à chaque fois. Après, je pense à une fille qui est une Anglaise qui habitait à Paris et qui était venue me voir pour essayer une bague de fiançailles, qui avait eu un coup de cœur, mais qui ne se mariait pas. Et qui m'avait dit... le jour où je me marie, je veux cette bague. Et en fait, plusieurs années après, ça devait être 1 an après, je pense. Donc 1 an après, elle est revenue avec son fiancé. On réessayé la bague en lui disant, j'adore toujours autant, j'ai essayé plein de choses, c'est vraiment, mais celle-ci, quoi. Et ils réfléchissent quand même. Finalement, elle prend cette bague, elle achète son alliance. Et quelques mois après son mariage, elle me renvoie un email en me disant, mais vraiment, en fait, elle m'a réexpliqué à quel point elle adorait sa bague, ce qu'elle aimait dedans, etc. Et ça m'avait vraiment touchée parce que je me suis dit, elle a vraiment eu un coup de cœur pour un bijou que j'ai créé. Donc moi, j'ai mis de l'amour dans ce bijou. J'ai réussi à retransmettre quelque chose. Et elle a pris le temps, en fait, de me le dire. Ça m'a vraiment touchée qu'elle prenne le temps de revenir vers moi pour me le redire. Ça m'a vraiment touchée. Et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, j'en suis même émue. Tout à l'heure, comme tu le disais, c'est des marqueurs de vie, donc c'est des objets qui nous accompagnent au quotidien. Donc tu as un lien quand même très fort avec ce bijou, et d'autant plus si elle avait eu un coup de cœur comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, meilleure ambassadrice pour te développer en Angleterre. Ouais, elle habite à Paris. Elle habite à Paris, elle n'est pas repartie. Non. Mais en fait, c'est ça qui me touche souvent, c'est les compliments, mais c'est aussi avoir ce privilège, entre guillemets, de rentrer dans ces moments très intimes des clients et de contribuer au plaisir et à ce moment heureux. Ouais. Et puis j'imagine de suivre la suite de leur famille, des enfants, etc. Nos clients sont très fidèles. Et donc, quand ils reviennent pour d'autres événements ou juste pour se faire plaisir, c'est vrai que c'est toujours un bonheur. Vous avez un message. Quand tu dessines une nouvelle pièce, est-ce que tu penses d'abord à la femme qui va la porter ou à l'histoire que tu veux raconter? C'est toujours Manon. Ouais, c'est toujours Manon.
Je pense que je vais plutôt penser à la femme qui va le porter. Parce que, en fait, quand je dessine un bijou, que j'y pense, c'est parce que j'ai envie d'en porter un ou que je connais quelqu'un qui a envie de ce bijou. Donc, c'est plutôt la femme qui va le porter, comment elle va le mettre en valeur et comment elle pourrait se l'attribuer. Et l'histoire, en fait, elle vient après naturellement. Forcément, en pensant à la réalisation du bijou, je vais penser à des codes ou à des petites choses qui font qu'on est poinçon 22. Et après, l'histoire, elle va se faire naturellement au moment de la confection. Même quand la pièce va naître enfin, elle va dégager une émotion où je vais me dire « Ah bah en fait, c'est ça son histoire ». Donc je pense que c'est plutôt à la femme qui va la porter et après, l'histoire, elle vient naturellement. Est-ce que tu as déjà eu des surprises ou des choses contre-intuitives ? Justement, tu avais imaginé ce bijou plutôt porté de telle manière ou plutôt pour tel usage et tu dis « Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé que… » Ouais, ça c'est sûr. Et si, la collection P22 à la base, donc c'est ce jonc-là qui est assez flexible. Ouais. Moi, je le voyais, j'avais envie d'un jonc, je le voyais comme une pièce assez forte, pleine de caractère pour une femme forte. Et j'ai jamais imaginé un homme avec, en fait. En fait, il a été pas mal vendu à des hommes. Et sur le coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est hyper adapté, c'est très mixte au final. Et donc, donc j'étais assez étonnée. Et en fait, au final, ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Donc oui, la finalité du bijou, elle peut être différente de comment moi je l'ai imaginé au départ. Ouais. Et alors là, c'est très très perso, mais j'aimerais vraiment savoir comment est née la collection des Marguerites. Je voulais un bijou. Qui est un must quand même de la maison. Ouais, en fait, on a la forme octogonale, le certier étoilé et Marguerite avec ses petites perles d'or. Je voulais un bijou très féminin, un peu voluptueux, floral, parce qu'on était, c'est arrivé au tout début de Poinçon 22, et j'avais à côté déjà les formes octogonales qui sont plus, on va dire, tranchantes, qui sont peut-être plus clivantes aussi, moins dans la rondeur. Et donc, les petites perles d'or, je suis venue les ajouter à ce motif-là pour rendre le bijou plus féminin. Et en fait, à côté de ça, j'avais aussi envie de ce bijou un peu plus floral. Et donc, j'ai transposé ces petites perles d'or sur des motifs plus petits pour en faire une petite fleur qui soit... qui fait aujourd'hui partie intégrante de l'ADN de Poinçon 22. Donc, c'est vraiment l'idée de base, c'était d'avoir quelque chose de plus voluptueux, plus féminin. Et ben, c'était très réussi, en tout cas. Plus, on va dire, solaire, pétillant. J'adore. Ça me fait plaisir. Si on revient sur ton modèle, tu as choisi un modèle digital first. Ouais. Alors, tu as un showroom à Lille, tu en as un à Paris. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça change dans ton rapport aux clientes, selon toi ? De base, on était vraiment dans plein boom DNVB, le web. Très facile de monter sa boîte avec un site web. Je l'ai fait toute seule au début. En 1 mois, 2 mois, c'était fait. Donc, pour se lancer, franchement, il n'y a rien de mieux. Alors qu'une boutique, c'est pas aussi facile. Pourquoi showroom ? C'était ça ta question, ouais. Pourquoi digital first et pourquoi showroom ? Oui, tu peux m'expliquer pourquoi maintenant showroom. Donc en fait, le site a été lancé et en parallèle de ça, moi j'avais un bureau. On est quand même sur des paniers moyens qui sont plus élevés. La marque n'était pas connue. Donc j'avais aussi envie de pouvoir recevoir les clients s'ils souhaitaient essayer. Et moi, ça me plaisait. Je ne le savais pas trop, mais en fait, ça m'a vite plu le contact client. Et donc j'ai... très rapidement offert cette possibilité de recevoir les clients sur rendez-vous pour qu'ils viennent essayer. C'était aussi un moment d'avoir un moment privilégié avec le client. C'est un petit cocon, c'est un moment heureux pour eux et on est en one-to-one. Donc, comme je dis, c'est un moment privilégié. On est vraiment là pour leur faire essayer aux petits soins. Et
c'est quelque chose que j'ai toujours gardé parce que ça m'apporte beaucoup. Et il y a un contact humain qui est important pour aussi, après, arriver à retranscrire la marque, l'univers, nos produits sur le site web. Et est-ce que tu remarques que des gens qui sont peut-être venus une première fois au showroom pour l'achat d'un premier bijou achètent peut-être plus facilement après en ligne? Ou pas forcément? Pas forcément. Ok. En fait, je pense qu'avec le Covid, les gens se sont de plus en plus adaptés et ont pris l'habitude d'acheter en ligne. Ça a été une chance d'ailleurs. Parce que souvent on me dit, mais moi je serais incapable d'acheter un bijou à 600 € sur Internet sans l'avoir essayé. Mais en fait, c'est rentré dans les mœurs. Et donc, je dis plus de 90% de nos commandes se font quand même sur le site. Je pense que le showroom est plus entre guillemets, une valeur ajoutée où le client sait qu'il existe. Il est à peu près convaincu qu'il va acheter et vient, se rassurer. Le showroom n'existerait pas. Je pense pas qu'il n'achèterait pas. Donc, c'est un plus pour moi. Après, dans des cadres de commandes sur mesure, c'est sûr que c'est nécessaire. Donc, mais c'est un process d'achat qui est complètement différent. Aujourd'hui, le sur-mesure par rapport aux gammes, on va dire personnalisables, etc., ça représente quoi en pourcentage? En fait, ça dépend parce que le prix d'achat est nettement supérieur. Oui. Donc, en chiffre d'affaires, ça représente quand même une partie non négligeable. En quantité, c'est inférieur. On est quand même bien plus connu sur notre gamme de joaillerie. Comment tu t'es financée au départ? Alors, c'est aussi lié à pourquoi j'ai lancé Poinçon 22. J'étais vraiment dans une optique de me lancer zéro risque. Et je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité. Donc moi, j'avais eu une rupture conventionnelle. Donc je m'étais dit, j'ai 2 ans devant moi pour lancer ma marque, que ça marche et me payer. Et donc j'ai investi très peu de mon argent personnel et tout ce que je gagnais, je réinvestissais. Et en fait, l'objectif, c'était qu'au bout de 2 ans, je sois capable de faire tourner la boîte et me payer un salaire, et ça a été le cas. Mais je suis pas du tout, j'ai pas du tout pensé la marque en me disant, faut que j'aille lever des fonds, il faut que je trouve autant pour que tout soit parfait. Alors, je sais pas si aujourd'hui je recommencerai de la même façon, mais j'étais plutôt en mode couteau suisse. Petit à petit, je prends mon temps et je ne prends pas de risques. Et plus tard, maintenant que la marque est un peu plus mature, tu as fait d'autres choix de faire rentrer des investisseurs ou tu es restée complètement indépendante? En fait, je me suis autofinancée depuis le début. Comme je disais, j'ai jamais voulu prendre de risques. J'ai toujours été assez précautionneuse sur mes finances. Ouais. Et donc, depuis le début, je me suis autofinancée. Après, depuis janvier, Hugo a rejoint l'entreprise. Donc, forcément... Hugo, ton mari. Oui, Hugo, mon mari, a rejoint l'entreprise. Donc, on a eu une vision, une stratégie qui a évolué. Et lui a souhaité aussi investir dans la société. Donc, c'est la seule fois où j'ai vu... Oui, c'est pas un investisseur que tu ne connaissais pas. On va y revenir sur cette association. Mais avant, pour rester sur la partie business, tu es sur un produit B2C. Tu le disais tout à l'heure, au moment où tu t'es lancé, il y avait peu de marques finalement de joaillerie comme la tienne. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On n'est pas sans savoir que le coût d'acquisition d'Instagram explose. Est-ce que tu as tenté, j'imagine que oui, des collaborations? Et comment ça se passe, ce monde impitoyable des collaborations? Ouais, j'en ai fait pas mal au début, les collaborations. J'avais adoré faire ça. Ça permet de joindre 2 univers semblables, de créer des produits aussi qui changent. C'est pas toujours simple en termes de production parce que c'est quand même beaucoup de travail. On doit être assez rapide généralement dans la réalisation du produit. T'en avais fait avec qui? Alors, j'en avais fait avec Laure de Sagazan, donc les robes de mariée, avec Balzac Paris, la maison de prêt-à-porter. Lilloise aussi. Laure aussi est lilloise de base. Maison Margaret, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était
une marque de nappes, de produits... D'art de table. D'art de table. D'art de la table, oui. Avec un style et un univers très sympa qui était créé par Anne-Claire Ruel. J'avais fait des collaborations aussi pour Octobre Rose. Et à chaque fois, tu as vu un vrai plus d'avoir fait ces collaborations. Ça t'ouvrait à d'autres clientes? Oui, bien sûr. Oui. Ça t'aide sur te faire connaître. Mmh. Ça, c'est évident. Et puis, je trouve que ça anime ta marque. Ça te permet de sortir des produits que tu fais normalement et ça te sort de ta zone de confort, en fait. Et en termes de rayonnement, oui, c'est sûr que tu élargis ton spectre de clientes et ta communication. Et ces collabs, elles ont été faites à l'opportunité, au culot, à du réseau? Non, c'est des amis ou du réseau. Ouais. Donc, je trouve que ça marche souvent par affinité aussi, par des personnes qu'on connaît. Ou des personnes qui disent « Ah tiens, ça pourrait être super si tu fais ça avec telle marque, vous avez le même univers, etc. » Mais oui, c'est plutôt par connaissance. Et l'autre pendant, c'est que tu as les collaborations avec des marques, et puis tu as les collaborations avec des créatrices de contenu, / influenceuses, je ne sais pas dans quelle catégorie on les met exactement. Ça, t'en as fait aussi? Ou t'en fais encore? Alors, j'en ai très peu fait. Parce que j'étais pas très à l'aise. C'était pas mon univers de base. J'étais pas très à l'aise avec le fait d'offrir un produit. Mine de rien, j'avais pas juste envie d'offrir un produit qui reste dans un tiroir et que elle ait fait une photo et basta. Moi, et je pense que ça rejoint aussi l'ADN de la marque. J'avais envie que la personne l'aime, le porte, que c'est une valeur pour elle, au-delà de la valeur de l'or, la valeur sentimentale. Donc c'est toujours été un peu difficile pour moi de faire cet exercice-là, d'aller offrir des bijoux à des talents. Mais on est quand même obligé de le faire. Et en fait, au fur et à mesure d'événements, de rencontres, j'ai aussi créé des affinités avec certaines. Et je savais l'intérêt. Il y avait une confiance. Et donc, pour moi, c'était avec plaisir de le faire dans ces moments-là. Mais c'est vrai que je l'ai très peu fait. Et aujourd'hui, on le fait un peu plus. Forcément, toujours pour élargir notre communication. C'est devenu quand même assez important. Et parce que d'autres en usent et en abusent, donc j'imagine que tu es un peu obligé de t'aligner, non? Ouais, et puis le marché est plus concurrentiel. Ouais. Mais on le fait toujours vraiment avec cette éthique où on n'a pas envie d'arroser. Déjà, nos bijoux, c'est de l'or 18 carats, ça coûte cher. On n'est pas une grande marque, une grande maison de joaillerie. Donc, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. Et c'est important pour moi que la personne en face, elle apprécie le bijou et qu'elle le chérisse, entre guillemets, et qu'elle ait envie de le porter. Donc, c'est peut-être au détriment de ce que ça pourrait nous apporter, mais pour moi, c'est important. Mais c'est être fidèle à l'ADN de ta marque. Ouais, c'est ça. Vous avez un message. Hello Jess, alors moi j'ai une petite question parce que je suis toujours très admirative des entrepreneurs qui se lancent seuls. Je sais que tu as été rejoint par Hugo récemment, mais pendant 7 ans, tu as porté le projet toute seule. Et je voulais savoir comment tu faisais pour t'organiser, sur qui tu pouvais t'appuyer quand tu avais des doutes, quand tu avais des questions. Voilà, comment tu t'entourais. Et est-ce que tu penses que ça a été une force ? Et aujourd'hui avec Hugo, maintenant que tu as Hugo à tes côtés, qu'est-ce que ça change concrètement dans ton quotidien, dans ta façon de travailler et même dans la vision que tu as pour la suite du projet? Longue question. On va pouvoir y répondre en plusieurs temps. Ouais. Tu veux juste nous dire qui c'est? Donc c'est Émilie, une de mes très bonnes amies aussi, qui aussi a monté j'allais dire une marque, mais une entreprise qui s'appelle By Bamboo, qui est de la revente de vêtements pour enfants seconde main. Et elle avait monté ça avec sa sœur. Voilà. Aussi une entreprise familiale.
Voilà. Tu veux que je te refasse les différents moments de la question d'Émilie? La première, c'est le fait de m'être lancée seule. Ouais, d'être solo founder. Comment je m'organisais, c'est ça. Et sur qui tu pouvais t'appuyer quand tu avais tes doutes, Ouais. etc. C'est sûr que c'est pas facile. Ça a pas été... c'est un peu les montagnes russes d'être seule. Je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité. J'aime aussi travailler seule. J'aime être solidaire de ton... Enfin, ouais, ça me caractérise aussi, être assez indépendante. Par contre, je trouve... Donc au début, il y a cette excitation, cet engouement du début qui fait qu'on est rentré, en fait, j'allais dire, dans une machine à laver et qu'on on avance et on se rend pas compte de tout ça. Et limite, on trouve ça génial. Ouais. Et même au début, j'ai pu compter sur Hugo, avec qui je partage l'aventure depuis le départ et qui a été d'un grand soutien. Lui, il avait son entreprise aussi Artsport à côté, donc il m'a beaucoup aidé sur plein de sujets que moi, je maîtrisais pas forcément. Monter sa boîte seule, c'est forcément ne pas être experte dans tous les domaines. Mais on doit quand même les gérer, donc il faut être un couteau suisse. Et donc, lui, il m'a énormément aidé sur plein d'expertises que moi, je n'avais pas. Mes amis aussi, parce que j'avais quand même un écosystème où il y avait pas mal d'entrepreneurs. Au-delà des entrepreneurs, des personnes qui avaient des postes où il peut y avoir des expertises qui pouvaient m'intéresser. Donc, j'ai beaucoup échangé en fait avec mon entourage, mon réseau et Hugo. Et ça jusqu'encore aujourd'hui. Et après, sur l'organisation, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas trop de limites en fait au final. Je pense que comme pour tout entrepreneur, quand on a sa boîte, ça fait partie de nous. Donc c'est 365 jours de l'année et la limite n'existe pas pour moi. Après, être seule, je disais, donc c'est les montagnes russes. J'ai adoré ça, mais je suis arrivée à un moment aussi, notamment l'année dernière, où je n'avais plus envie. Ouais. C'était trop de pression. Est-ce que tu as, dans ces 7 premières années, est-ce que tu as, enfin 6 premières années, est-ce que tu as mis autour de toi des bonnes fées ou un board ou des gens en fait qui pouvaient t'accompagner sur certains sujets au-delà de le faire de manière officieuse parce que tu as une amie, un ami? Non, j'avais pas de board. Tu l'as pas fait? Non. Après, avec du recul, tu le referais? Enfin, tu ferais différemment ou pas? Sans que ce soit un board avec des gens qui investissent forcément dans ta boîte. non, pas forcément. Ok. En fait, je me suis pas sentie Complètement esselée non plus. Non. En fait, le moment où j'ai senti que c'était plus possible, j'ai réagi directement. Donc, non, par contre, j'étais vraiment... je cherchais à faire des rencontres. Je sortais de mon petit bureau, entre guillemets. C'est-à-dire que je me forçais à les rencontrer, faire des déjeuners. J'en parlais pas mal donc, avec Hugo. Enfin, je gardais pas tout pour moi. Donc, j'étais très ouverte à la discussion et très curieuse sur l'extérieur. Et c'est quoi le moment justement où tu dis là, j'en peux plus de le faire toute seule? C'est l'année dernière. Ouais. Je sais pas, je pense que c'est un cycle. Après, j'ai eu 2 grossesses, 2 enfants en bas âge aussi. Pendant l'aventure, donc très dur parce que pas de congé maternité et des enfants en bas âge, donc très dur. Je pense que un cycle est passé. Fatigue mentale, perte de confiance, ne plus trop savoir où j'allais. Et là, je me suis dit, en fait, tout seul, ça marche plus. J'ai besoin de quelqu'un pour me tirer quand ça va pas. J'ai besoin quelqu'un qui peut-être prenne plus de risques que moi, ou moi, je suis plutôt à pas prendre de risques, à sécuriser tout. J'ai ressenti ce besoin l'année dernière. J'avais pas identifié qu'est-ce qu'il me fallait, si c'était un associé, si c'était arrêté. Enfin, j'étais un peu perdue. Et j'ai mis en place un coaching pour, en fait, essayer de comprendre quel était le malaise et qu'est-ce qui se passait. Et c'est suite à ce coaching, à Hugo aussi, avec qui j'ai beaucoup discuté, que je me suis rendu compte, en fait, qu'il me fallait quelqu'un à mes côtés. Donc...
Et là, petit alignement de planète. Ouais, Hugo cherchait aussi un projet et c'est de là où on a étudié la possibilité de s'associer. Alors, je vais te poser une question qu'on doit me poser à moi au moins une fois par semaine. Quand je dis que je suis associée avec mon mari, elle me dit « Mais comment vous faites ?» Et alors, moi, ma réponse, c'est de dire « Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. » Nous, ça marche hyper bien. Mais je te retourne la question. Comment vous avez... Nous, on l'a fait dès le départ ensemble. Là, il rejoignait un projet qui est très incarné par toi, enfin, qui est totalement incarné par toi, qui est ton projet. Comment vous avez jaugé le fait d'y aller ensemble? En fait, c'est assez étonnant parce que j'ai toujours dit, on s'est toujours dit, on peut pas travailler ensemble, c'est impossible. Et moi, je pense que j'avais aussi ma vision des choses. Lui, il avait sa vision et ses ambitions par rapport à Point 122. J'ai toujours eu des ambitions qui étaient les miennes, entre guillemets, où moi, créer ce que j'aime, satisfaire mes clientes, avoir une boîte qui fonctionne, me suffisait. Et je pense que Hugo, il avait des ambitions plus grandes et moi, elle me parlait pas. Donc, on a toujours eu un peu cette vision en décalé. Et donc, pour moi, c'était impossible de travailler ensemble. Et l'année dernière, donc, on a quand même des compétences qui sont complémentaires au final. Et donc, Hugo, ça le titillait, je pense, depuis plusieurs temps. Et il m'en parlait pas mal. Et j'ai fait une séance de coaching sur ça, sur qu'est-ce qui se passe si Hugo rejoint l'aventure. Comment on arriverait à faire fonctionner les choses, quelles seraient nos compétences, nos spectres de responsabilité. Et j'étais vraiment en mode, c'est impossible. Hein. Et je suis sortie là, je me disais, bah oui, en fait, ça peut être pas mal. Et en fait, c'était à peu près en septembre. Et en fait, pendant 3-4 mois, on a travaillé sur une vision et une stratégie. Et je pense qu'on était tous les deux à l'écoute l'un de l'autre. Tous les deux aussi respectueux de sa façon de voir les choses. Et ça a très bien fonctionné. Moi, ça m'a plu aussi d'avoir quelqu'un qui soit motivé, qui connaisse le projet depuis le début. Enfin, j'ai une totale confiance en lui. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'était lui que j'avais envie d'avoir à côté de moi. Et on en avait parlé. Il se posait quand même des questions sur si c'est pas moi, il faudrait peut-être que tu trouves quelqu'un d'autre. Et en fait, je lui ai dit, bah non, c'est toi ou personne, parce que en fait, je sais que tu as compris, je sais qu'on est alignés, et je sais que j'ai confiance en toi. Donc, c'est vraiment un travail qui s'est fait, un alignement des planètes au bon moment. Et c'est que ça devait être comme ça, la suite de l'histoire. Ouais. Et après, aussi pour répondre à tes questions, tous les jours, on travaille ensemble. C'est sûr que c'est hyper agréable et je suis super contente et ça change mon quotidien. Mais il faut aussi travailler sur soi pour sortir du couple et être associé, quoi. Enfin, exactement. Ouais. Et une entrepreneure qui était aussi associée avec son mari m'avait dit, mais moi, ce que je trouve formidable par rapport avec un autre associé, c'est que quand tu as un sujet sur lequel tu n'es pas forcément d'accord dans la journée, tu peux pas le mettre sous le tapis parce que le soir, tu te vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai que une fois la blague passée, quand tu réfléchis, c'est vrai que les sujets sont vite tranchés. Il n'y a pas de choses qui restent sur le côté parce que tu as d'autres choses à voir ensemble qui dépassent le cadre du bureau. Non, mais c'est sûr que c'est une relation sûrement plus particulière que des associés pas en couple. Mais je trouve que c'est très riche, même personnellement. Oui. Ça, je trouve ça... moi, en tout cas, ça m'a apporté quelque chose aussi dans mon couple. Donc, on peut entreprendre en couple, c'est ça le message en fait. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois que c'est le moment d'avoir une question. Vous avez un message De Hugo. Moi, ce que j'aurais demander, c'est est-ce que le monde de l'entreprise, elle a eu des belles responsabilités chez Boucheron, elle a touché à des sujets avec des enjeux assez importants, elle travaillait avec des équipes nombreuses, etc. Poinçon 22, c'est une aventure aujourd'hui, en tout cas depuis le début, à taille très humaine, avec des enjeux qui sont encore relativement faibles aujourd'hui. J'espère qu'on va être amené à les dépasser prochainement. Mais est-ce que ça ne lui manque pas, justement,
cet environnement qu'elle pouvait retrouver chez Boucheron, qu'à l'époque elle percevait comme devenant un peu trop stressant, ce qui l'a poussé à monter sa boîte. Mais est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, 7 ans après le lancement de Pension 22, est-ce que ça ne peut pas lui manquer justement un environnement quand même plus stable aussi, avec capacité de se développer une carrière, etc. On sait que l'entrepreneuriat, c'est hyper dur. Est-ce qu'elle a déjà regretté ce choix d'avoir quitté Boucheron finalement, quoi? Il t'avait dit sa question. Puis comme tu as écouté son épisode, tu l'avais entendu. Ouais, je ne l'avais pas réécouté, mais je m'en rappelais. Non, je ne regrette pas d'avoir eu ce parcours. J'ai adoré mes expériences passées. Et j'ai encore des contacts avec des anciens collègues. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la seule chose qui me manque, en fait, je pense, c'est les projets qui étaient un peu exceptionnels. Les pierres, les histoires qu'il y avait derrière une commande spéciale, ou les très belles réalisations aux joailleries, etc. Donc, en fait, ça rejoint encore la même chose. C'est le produit en lui-même, la beauté des pierres et du savoir-faire. Ça manque un peu parce qu'effectivement, les projets étaient plus exceptionnels au sein de ces maisons. Mais t'étais pas la confidente du projet. Non, mais on pouvait être amené à connaître l'histoire derrière une commande spéciale ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait aussi l'âme derrière les pierres ou l'histoire derrière la fabrication d'un collier ou autre. Donc, il y avait quand même, comme on dit, ce supplément d'âme qui m'animait. Donc, ouais, c'est les seules choses qui me manquent. Après, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un travail aujourd'hui qui est moins stressant qu'avant, mais beaucoup plus. Beaucoup plus de pression, ça c'est sûr. Et la seule chose que je trouve difficile en fait en étant entrepreneur, c'est que c'est non-stop. Et je pense que les seules fois où j'ai un peu regretté entre guillemets, c'est pour les grossesses. Ouais. C'est quand même très intense et très dur. T'as bossé jusqu'au bout, j'imagine. Ouais, jusqu'au bout. Et puis, j'ai pas eu d'arrêt en fait vraiment. Surtout que mon aîné, il est arrivé prématurément, donc ça a été un peu pas prévu. Et donc j'ai trouvé ces périodes très dures. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû être en entreprise et profiter, et voilà. Surtout que dans ces phases-là, pour l'avoir aussi vécu, t'as toujours l'impression d'avoir à la fois toujours un pied dans l'entreprise et un pied à la maison, mais en fait, t'es pas vraiment dans l'entreprise et t'es pas vraiment à la maison non plus. Enfin, fait les choses à moitié. Ouais, et c'est vrai que c'est un peu fatigant de pas être complètement je pense que ça m'a un peu épuisé, ça. Mais à part ça, non, j'ai pas de regrets. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de Pension 22 avec Hugo, c'est tout aussi enrichissant que ce que j'aurais pu faire dans une maison de joaillerie. Que c'est des autres enjeux, c'est des autres ambitions. Mais moi, ça me nourrit amplement professionnellement, en tout cas. S'inspirer. Respirer. À quoi tu rêvais, toi, quand t'étais petite ? Comme métier, j'aimais bien architecte et chirurgien. Bon, voilà. Et je me rêvais... je sais pas, c'est marrant, c'est une question qu'on m'a déjà posée. J'ai pas vraiment... T'as pas de souvenir d'idéaux comme ça. Non, je m'imaginais avec des enfants... En reproduisant un modèle que toi t'avais eu et que t'avais vu. J'ai toujours été attirée plutôt par chirurgien, je pensais par rapport à la précision, le détail, etc. Ouais. C'est ça qui m'attirait. Mais tout ce qui était un peu créatif, un métier autour de la création, ça c'est toujours quelque chose où je me suis imaginée là-dedans plus tard. J'ai pas eu de rêve d'entrepreneuriat, alors que j'étais entourée d'entrepreneurs, même mes parents. Mais oui, je pense que je m'imaginais dans un métier très créatif, entouré de ma famille. Ouais. Mais justement, quand plus tard, tu décides d'être entrepreneur, ou tes parents étaient entrepreneurs, ta belle famille est plutôt des entrepreneurs, est-ce que ça t'a posé question, ça, de dire, est-ce qu'il faut que j'ai mon propre modèle ? Est-ce que, au contraire, c'est génial, je peux aller poser des questions autour de moi ? Est-ce qu'il y a une forme de pression ? Non, pas du tout.
Je pense que c'était une chance parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était compris par tout le monde autour de moi, en fait, où c'était naturel, où je pouvais échanger, où ils savaient, entre guillemets, quels étaient les enjeux, les difficultés, ce que ça apportait aussi. Et donc, naturellement, je pense que ça a été une chance d'être entourée de personnes entrepreneurs. Mais ça n'a jamais été une pression. Et comme je te disais, j'ai jamais eu ce besoin et cette envie d'être entrepreneur. J'étais vraiment épanouie dans mon métier avant. Et, ça, c'était un passage de vie. Et c'était un passage de vie. C'était vraiment une nouvelle page. Par contre, ce qui m'animait vraiment, c'était ce que j'avais. Tu vois, mon père était entrepreneur, mais ce que j'ai plutôt retiré de son métier, c'était les matières, la beauté des choses. Ouais. Donc c'est plutôt ça qu'en fait j'ai été chercher. Voilà. Comment tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment tu vas chercher l'inspiration dans tout ce que tu fais et aussi comment tu arrives à te ressourcer parce que tu disais être entrepreneur c'est 365 jours, tu as 2 enfants en bas âge. Est-ce que tu arrives à te créer des sas pour te ressourcer, pour trouver de l'inspiration, pour juste reset, pour mieux repartir? C'est tout le challenge, je trouve, de l'équilibre pro et perso. Que je n'avais pas trop, je pense, et qui a participé aussi, où l'année dernière, je me posais beaucoup de questions. Le fait de faire un coaching m'a permis, en fait, de comprendre quels étaient mes besoins et comment aller nourrir mes jauges quand elles étaient trop basses pour les réalimenter et me ressentir bien. Donc ça, j'ai réussi à les définir et donc je sais que moi, par exemple, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de créativité. Donc ça, c'est vraiment 2 choses très importantes pour moi. J'ai aussi besoin d'avoir du temps avec mes enfants. Et donc, quand je sens que j'ai une période où je me sens pas bien, où je suis trop dans le jus, trop stressée, je vais réfléchir à ça, je vais dire, ok, est-ce que j'ai pris le temps de faire les séances de sport dont j'ai besoin pour me vider la tête? Est-ce que j'ai pris le temps de voir ma famille? Est-ce que j'ai pris le temps d'avoir des moments de création ou au-delà du travail, hein, ça peut être, par exemple, cuisiner, pour moi, c'est un peu de la création. Est-ce que j'ai pris le temps, en fait, de prendre soin de mes besoins perso qui vont faire qu'à côté de ça, je vais me sentir bien et je vais être plus efficace même dans ce que je fais. Donc ça, je vais dire, je l'ai compris l'année dernière et aujourd'hui, j'arrive à naturellement à me dire, ok, il faut absolument que j'ai ces moments-là dans ma semaine. Et tu arrives à organiser ton agenda en fonction. Ouais. Et ça ne saute pas. Non, en fait, maintenant, c'est devenu naturel, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi essentiel que mon temps au bureau. Donc voilà. Et ça, c'est important de le répéter à ceux qui nous écoutent, aussi d'avoir ces temps-là. Ouais, et ça fait partie de son bien-être et de sa motivation après dans son travail. Je pense que tout est intimement lié. C'est un équilibre dur à avoir, mais qu'il faut chercher. C'est l'exigence que tu te mets. Ouais. Tu t'es décrite tout à l'heure comme perfectionniste. Ouais. En quoi, pour toi, c'est une force et pourquoi ça peut avoir ses limites quand tu es entrepreneur? C'est une force, je pense, parce que j'aime pas faire les choses à moitié, qu'on est quand même le bijou est quand même un produit dans le détail pour moi. Tout se joue dans le détail, dans la finition. Et donc, il faut être perfectionniste. En tout cas, c'est mon intime conviction pour que le bijou soit beau. C'est aussi une qualité dans le sens où tout va être réfléchi. Ça participe aussi à l'univers que j'ai envie de créer, que l'univers et l'image et les valeurs que je veux transmettre, que tout ça soit bien harmonieux et soit bien véhiculé. La perfection, on la recherche là-dedans. Et si jamais c'est pas exactement comme je l'avais voulu, je vais pas lâcher l'affaire et je vais aller voir ce qu'il faut modifier ou pas. Et ça contribue au rayonnement de la marque et au développement de celle-ci, en fait, pour rien laisser au hasard. Après, c'est aussi une contrainte parce que
On peut passer beaucoup de temps sur des petits sujets qui sont pas forcément importants. On peut aussi se faire du souci pour des petites choses. Et ça peut être au détriment d'autres projets ou d'autres missions. Mais je pense que c'est plutôt une qualité et une chance plutôt qu'un, entre guillemets, un défaut. Un défaut et un poids. Ouais. Après, dans la vie de tous les jours, au-delà du professionnel, c'est vrai que c'est dur de vouloir être perfectionniste parce que on cherche toujours le meilleur. Enfin, j'allais dire, le meilleur, c'est subjectif. C'est ce que nous, on se place comme barre. Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre à tes 2 petits garçons? D'être eux-mêmes, d'avoir des convictions et de trouver le courage, en fait, de faire les choses, de penser vers où ils veulent aller, de s'assumer et d'avoir confiance en eux. Je trouve que la confiance aussi, c'est très important pour justement aller vers où on veut être et d'être soi-même. Enfin, pour moi, c'est intimement lié tout ça. Et toi, justement, ce sujet de la confiance, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué ou tu estimes que tu aurais pu encore plus travailler sur ce sujet de la confiance? Non, pour moi, c'est un éternel sujet, la confiance. Je trouve que c'est très dur d'avoir confiance en soi, personnellement. Ça a toujours été quelque chose sur lequel... c'est quelque chose sur lequel je dois travailler tout le temps. Je me remets tout le temps en question. Et je crois que c'est aussi lié au fait que je sois perfectionniste. Et la confiance, pour moi, c'est très dur de l'avoir. Et elle peut être très importante pour sa construction. Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une limite, qu'on devienne... qu'on soit humble quand même. Mais pour moi, c'est important dans sa construction. Ça nous permet d'être forts, de surmonter aussi des épreuves. Tu vois, quand j'étais malade, j'avais quand même une conviction et cette confiance entre guillemets en moi où je m'étais dit en fait j'ai pas le choix, je dois y arriver. Et donc je crois que j'avais cette confiance enfouie en moi où je me disais je sais, je vais y arriver. Parce que quand t'as appris que t'étais malade, t'étais très jeune. Ouais, 27 ans. T'avais 27 ans. Tu peux nous dire ce que c'était? J'ai eu un cancer du sein. Donc, ce qui est très jeune à 27 ans. Et ouais. Là, tu as été chercher cette force de... Ouais, c'est une force, c'est une force de caractère et c'est une conviction que, en fait, à ce moment-là précis, dans ce cas-là, j'avais pas le choix. Je peux pas me le permettre, entre guillemets, d'échouer. Et donc, je rassemble toutes mes forces et je mets tout en œuvre pour y arriver. Et donc, pour ça, il faut avoir du courage, de la confiance et de l'espoir. Et donc, en fait, tous ces caractères doivent se rejoindre pour évoluer et avancer. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à mes enfants. Et c'est sûr que moi, ça a été essentiel pour garder le cap et ne pas flancher et avancer. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Hein. Il faut avoir cette force de caractère et cette confiance aussi. Se faire confiance aux autres aussi. Et tu vois, l'année dernière, quand je me suis posé des questions, cette confiance, je ne l'avais plus. Donc, mais tu en avais conscience? Oui. Tu en avais conscience. Et donc, ce qui t'a permis aussi peut-être d'être dans l'action. Parce que j'ai l'impression, quand on t'écoute, que finalement, quand il se passe quelque chose, je suis dans l'action. T'es dans l'action. Tu restes pas ouais. à un endroit, t'es dans l'action. Donc là, tu fais ce que tu fais. Ce qu'on m'a déjà dit, en fait, quelque chose qui va pas, moi, j'y vais, quoi. Je suis dans l'action. Je laisse pas laisser couler les choses. Je mets tout en œuvre et je suis assez extrême, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne laisse pas la possibilité à l'échec. Il peut y avoir un échec, hein, mais je vais mettre tout en œuvre en me disant, s'il y a un échec, j'aurais tout donné. J'aurais tout donné. Ouais. Ce qui est une belle philosophie. C'est ça.
On a beaucoup parlé d'histoire, d'objets qu'on transmet. J'ai encore une petite question surprise pour toi, mais avant, qu'est-ce que toi, quel est l'objet, ou quel est le bijou qui définit le mieux ton parcours? En fait, je dirais tout simplement la médaille Amora avec le saphir que j'avais créée parce qu'elle était, je l'ai faite à une période de ma vie très compliquée, qui symbolisait aussi l'amour. Et c'est le début de Point 122, donc de cette aventure, et c'était aussi le début. Non, c'est pas le début de notre histoire d'amour, mais c'était le début de mon mariage avec Hugo. Et la nouvelle page que je commençais avec l'annonce de la maladie. Donc, c'était quand même un gros tournant dans ma vie. Donc, je pense que ce bijou est assez symbolique pour moi, ouais. Et tu le portes tout le temps? Aujourd'hui, j'aime bien changer aussi parce que forcément... C'est ça qui est dur. Ouais. Ouais. Mais c'est un bijou qui a de l'importance pour les grands moments. Qui a de l'importance pour moi. Pour les grands moments. Allez, je lance la petite dernière question surprise. Vous avez un message. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi, créer de la beauté ou créer ton entreprise? Je dirais créer son entreprise, parce que créer de la beauté, c'est un plaisir. Après, c'est très subjectif, donc chacun a sa propre définition de la beauté. Donc, je dirais, oui, créer son entreprise, gérer son entreprise. C'est très dur, comme je disais. C'est montagne russe, il faut être un couteau suisse, c'est la gestion de problèmes, c'est des sujets plus ou moins créatifs ou plus ou moins créatifs. C'est savoir sortir la tête du guidon, c'est voir loin. C'est sûr et certain, créer et gérer son entreprise. Et après, créer de la beauté, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr que chacun a sa propre définition de la beauté, donc c'est quelque chose de, au final, assez personnel. Mais moi, c'est toujours un plaisir quand je crée. Et quand je crée, je cherche la beauté. Donc, ça demande de l'exigence, mais c'est pas quelque chose de désagréable. C'est quelque chose qui t'épanouit, en tout cas. Ouais. Je me posais une question tout à l'heure et on est passé sur un autre sujet. Mais aujourd'hui, tu vends principalement en France, en Europe, dans le monde entier? En fait, on vend principalement en France, ouais. En Europe aussi. Depuis qu'Hugo est arrivé, en fait, on a revu un peu, parce qu'on vendait en Europe et dans le monde, sans que ce soit notre... au cœur de la stratégie. Ouais, au cœur de la stratégie. Et quand Hugo a rejoint l'entreprise, on s'est dit, en fait, on se reconcentre sur la France pour mieux maîtriser nos objectifs et frapper plus fort, entre guillemets. Mais on a fait une migration cet été. On est passé de Squarespace à Shopify. Et en fait, de nouveau, on revend en Europe. Et donc, c'est pas notre cœur de notre stratégie, mais on le fait. On vend sans problème partout. Et puis, tu vas pas dire non. Non, exactement. On vend aussi en Asie, aux États-Unis. Donc, mais c'est pas au cœur de... Non, aujourd'hui, on se concentre sur la France. Voilà, quand on parle de la France. Si d'un coup de baguette magique, demain matin, Jessica, tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ou quel sujet t'aimerais défendre? C'est sûr que j'aimerais bien aborder le sujet de l'alimentation, qui fait partie de l'éducation, du bien-être, qui, je pense, aujourd'hui, n'est pas assez pris en compte, notamment chez les enfants. Moi, en étant malade, j'avais pris la décision d'arrêter complètement le sucre. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas repris. Ça t'a été suggéré ou c'est toi qui as décidé de l'arrêter parce que tu t'es rendu compte que ça allait aller plus vite? Non, en fait, le médecin m'avait toujours dit on vous l'impose pas, mais je savais que le sucre alimente les tumeurs. Okay. Donc, c'est comme si je les nourrissais. Et en fait, les médecins ont toujours dit, en fait,
il faut pas que ça soit une souffrance supplémentaire par rapport à ce que vous vivez. Sauf que moi, je suis du genre à tout faire et faire le mieux que je peux. Et donc, je l'ai fait. Et je suis vraiment intransigeante là-dessus, où c'est vraiment 0 sucre, où je regarde tout. C'est pas pour ça que je l'impose forcément aux autres, hein, mais c'est vraiment pour moi. Mais c'est sûr que dans ma cuisine, je vais faire attention par rapport aux enfants. C'est quand même très compliqué parce qu'il y a du sucre dans tout. Dans tout. Ouais. Même dans les dentifrice l'autre jour, je me suis rendu compte. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, mais oui. Dans certains. Non, même dans les... les plats salés, dans les pestos, dans ce genre de choses, il y a du sucre dans tout. Oui. Donc ça, je l'applique vraiment à la lettre pour moi. Et pour les enfants, j'essaye en fait de limiter parce que tout le monde tout le monde le sait que en fait le sucre raffiné c'est pas bon pour eux. Ça a un impact sur leur humeur. Ça leur apporte rien de bon et que en fait il y a beaucoup de choses à côté qu'ils pourraient apprécier ou ils ont un plaisir. Enfin moi je le vois avec les miens, ils ont un plaisir de manger plein d'autres choses qui n'ont pas de sucre. Et c'est juste une question d'éducation et d'habitude. Et on entend vraiment de plus en plus parler de ce sujet. Et je ne comprends pas qu'on ne le prenne pas en compte pour les enfants dès le plus jeune âge, dans leur éducation et dans leurs habitudes alimentaires. Et c'est vrai que ça m'anime beaucoup parce que la santé, pour moi, c'est important. Et que aujourd'hui, j'espère que plus tard, ce sera, quand je pense à tout ce qu'il peut y avoir comme composants dans certaines choses qu'on donne aux enfants, ou même tout ce qui est pesticides, etc., je pense qu'on est capable de les limiter, on est capable de pas donner que des cochonneries. Et eux, ils sont capables aussi de l'apprécier, en fait. Un enfant ne va pas être heureux parce qu'on lui donne du sucre, il va être heureux parce qu'on va lui donner quelque chose qui nous fait plaisir, parce que, je sais pas, il va retrouver de la couleur, parce qu'on le donne avec amour ou autre chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si ça a été une habitude de dire « mon enfant va manger un caramba, une sucette, et il va être heureux ». Non, mon enfant, je vais lui donner autre chose, il va être aussi heureux. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'essaye pas de le mettre en place dès l'école, dès le plus jeune âge. Comme tu disais tout à l'heure, on fait beaucoup de choses sur l'environnement, mais pour moi, c'est aussi hyper important l'alimentation pour la santé. La santé, c'est un sujet public, c'est hyper important. Et aussi pour notre construction et tous les impacts que ça a sur l'homme. C'est vrai qu'on ne sensibilise pas du tout les enfants au bien manger, au bien s'alimenter, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ouais, à part les fruits et les légumes. À part les fruits et les légumes, mais généralement, ils ne sont pas réjouis quand on leur dit ça. Et c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure off-micro, c'est qu'il y avait de plus en plus d'initiatives, notamment pour le tri des déchets. Et c'est vrai qu'après, les enfants reviennent et te disent « Ah ben non, ça, il faut le mettre là, etc. » Ils sont super fiers et tu as une collection de petites poubelles vertes chez toi. Mais c'est vrai que ce serait super si on éduquait aussi les enfants à comprendre ce qui est bon ou pas pour manger. Donc c'est vrai que c'est après, moi, c'est intimement lié à ton histoire, à mon vécu et à mon histoire. Il y a plein d'autres sujets importants, mais justement, quand tu t'es dit je vais arrêter le sucre, ça veut dire que tu revois complètement ta manière de préparer des repas, peut-être même là où tu vas acheter tes courses. Ça a dû être hyper contraignant au départ. En fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par exemple, Hugo, je sais qu'il adore le sucre. C'est très compliqué pour lui d'arrêter. Mais ce que j'explique, c'est qu'en fait, moi, j'avais... entre guillemets, je pouvais mourir. Donc, dans ma tête, c'était... tu mets tout en place. T'as pas le choix. Et donc, en fait, la mort était pour moi pas possible. Et donc, en fait... C'était même pas difficile. C'était, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et c'est aussi parce que j'ai cette personnalité et ce caractère où je voulais mettre tout en place
pour que ça fonctionne. Je dis pas que d'autres personnes dans le même cas que moi ne font pas ça, si elles n'arrêtent pas le sucre, mais je suis du genre à être assez extrême et à vraiment tout mettre en place. Et comment tu gères l'anniversaire des enfants ? Alors, pas chez toi, mais quand ils sont invités chez les autres. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec mon aîné, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne l'impose pas. En fait, mes convictions et ce que je m'impose à moi, même si c'est zéro souffrance et j'ai aucun manque, je ne l'impose pas forcément à 100% à mes enfants. Je fais le maximum, notamment quand on est à la maison, il n'y a pas de sucre. Mais c'est sûr que s'il va à un anniversaire... Après, jusqu'à avant l'école, il en avait pas du tout. Genre, je sais pas s'il avait des bonbons à la crèche, je les reprenais. Mais à l'école, ils en ont pas à la crèche normalement, si. Si, ils en avaient encore avec les anniversaires. Mais l'idée, c'est pas non plus aussi de faire un enfant exclu, malheureux ou autre parce que son copain a une sucette et pas lui. Ouais, bien sûr. C'est essayer d'un peu plus l'encadrer, avoir des limites et aussi de l'éduquer sur le fait que il peut prendre du plaisir dans d'autres choses. Mais je suis pas non plus horrible à tout interdire. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Mais en tout cas, peut-être que c'est lui qui fera découvrir d'autres gâteaux et d'autres manières de faire des anniversaires sans 1000 bonbons autour de la table. D'ailleurs, généralement, je fais des gâteaux sans sucre et à chaque fois, ils sont... ils les mangent. Ils les mangent, ils sont très contents. Bon, tu nous donneras tes recettes de gâteaux sans sucre. Bon, on pourrait parler encore des heures, parce que moi j'adore, tu m'as beaucoup émue avec toutes les histoires autour de la maison. Et je trouve, alors à titre très personnel, que quand on rencontre les créateurs d'une maison qui nous racontent leur histoire, pourquoi ils l'ont montée, etc., je trouve qu'on est d'autant plus attaché à la marque que celle des grandes maisons qui racontent une autre histoire. Et c'est très bien, il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas, j'étais ravie de pouvoir aujourd'hui en savoir plus sur la créatrice de mon joli petit bracelet que j'aime beaucoup, Poisson 22. Et avant qu'on se quitte, si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, une femme entrepreneur à qui tu aimerais mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui et pourquoi ? Donc, il y avait plusieurs personnes auxquelles je pensais, mais dernièrement, j'ai rencontré Lucy Veil qui a créé l'hôtel Lily of the Valley à Gigarou avec son père. Donc, l'histoire m'a plu parce que c'est aussi une histoire familiale. Il y avait tout un concept autour du bien-être, du sport, et aussi on est sur un lieu d'exception avec la beauté en fait au cœur de la création de l'hôtel. Donc son histoire de business familial m'a intriguée, donc j'ai pensé à elle et aussi le fait qu'elle soit comme moi, une jeune maman avec 2 enfants en bas âge et qu'elle est beaucoup en déplacement. Donc voilà. C'est à elle que tu as pensé. Ouais. Et bien écoute, on lui fera une dédicace dans la diffusion de ton podcast. 1000 merci Jessica d'être venue à nous aujourd'hui et à très bientôt sur les antennes ou dans la communauté Feuille Blanche. Merci beaucoup Solène de m'avoir accueillie et écoutée. Avec grand plaisir. Bye bye. Bye. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.